Les Dadu étaient sans voix face à ce qu'il avait entendu. Monsieur Zhang a demandé à les Dadu si cela le dérangeait qu'il soit assis dans son magasin avec son ami. Les Dadu a bégayé en disant à Monsieur Zhang que cela ne le dérangeait pas car il pouvait rester assis aussi longtemps qu'il le souhaitait. Pendant ce temps, chez Suying, Zhao Dai a informé Suying que leur client avait mentionné avoir de grosses affaires pour elle. Monsieur Zhang a présenté son ami du roi Zhu et lui a mentionné qu'il voulait lui acheter un lot de piments. Suying les a informés que leurs piments provenaient des mains de quelqu'un d'autre et qu'elle devait également leur demander. Elle a promis de les contacter dès qu'elle aurait des nouvelles. Une enveloppe a été remise à l'homme et il lui a été demandé de ne commettre aucune erreur car il s'agissait d'une affaire importante. Monsieur Zhang et son ami étaient prêts à payer le prix fort. Après un moment à la prison du village de Toad, Du Mao se reposait dans une botte de foin lorsqu'il entendit des pas approcher. Du Mao a demandé du vin et a menacé que s'il était en retard, ne serait-ce qu'un instant, il leur exploserait la tête. L'homme lui a demandé s'il était vraiment Mao. Gaofei Bao a dit à Du Mao qu'il reviendrait parler à Gaofei Wu. Il a suggéré que Gaofei Wu demande à Chen Dalai de libérer Du Mao et de lui conseiller de boire moins à l'avenir. Enragé, Du Mao a crié si Gaofei Bao l'insultait. Gaofei Bao a demandé à Chen Dalai comment il avait fait. Chen Dalai a répondu en lui disant de lire plus de livres dans les journaux, de boire moins d'eau froide et de prendre plus de bains froids. Il a ordonné à Liu Jian de lui apporter une bassine d'eau. Quelques instants plus tard, il s'est lavé le visage, pensant qu'il devrait toujours se laver les mains et le visage, brûler de l'encens et prendre un bain, car être diligent pourrait changer le destin. Liu Jian a dit à Chen Dalai qu'elle allait dormir. Alors qu'elle avait sommeil, Chen Dalai a appelé le système, lui demandant de convoquer le général. Le système est apparu et a informé Chen Dalai qu'il avait actuellement un niveau de peur de 20 000. Il lui a demandé si la convocation devait être faite. Chen Dalai a demandé au système de dessiner. Le système a informé Chen Dalai qu'il utilisait la plateforme de commande pour débutants et que chaque invocation lui coûterait 10 000 points de peur et qu'il recevrait immédiatement une invocation de mauvaise qualité à excellente qualité. Le système continuait en disant que s'il invoquait 11 fois de suite, tous les 100 000 points de peur, il en obtiendrait inévitablement un d'excellente qualité. Shang Dalai pensait que le système lui disait d'invoquer 10 fois de suite, car invoquer une seule fois était trop risqué et que le système était assez délicat. Tel un marchand de gibier sans scrupules, il estimait que s'il tirait immédiatement, la probabilité d'obtenir une qualité ordinaire était élevée et que cela pouvait aussi aller directement vers une mauvaise qualité, ajoutant ainsi trop peu de courage à son village. Il a conclu qu'il était trop difficile pour lui d'économiser 20 000 points de peur et que ce serait en fait assez tortueux. S'il se retenait lors du tirage au sort, Shang Dalai demandait au système de tirer au sort, ce à quoi le système convoquait le général invocateur. Le système a levé la main et le général invocateur est apparu, déclarant qu'il y avait de nombreux héros dans le monde qui rivalisaient dans l'ascension et la chute. Shang Dalai a ri de l'invocation avec des effets spéciaux. Soudain, un homme est apparu à qui le système a félicité Chen Dalai d'avoir choisi un mauvais brasseur. L'homme s'appelait Zhang et c'était un vigneron impopulaire et mauvais. Bouleversé, Chen Dalai pensait que malgré l'utilité du brasseur, son rang était mauvais et affirmait qu'il n'était pas bon du tout. Il se demandait si Zhang serait celui en sa faveur ou s'il serait un fardeau pour lui, et s'il lui restait encore 10 000 points de peur. Croyant qu'il pouvait réessayer, il cliqua et marmonna qu'il allait réessayer. Une étoile a éclaté et un autre homme est apparu, après quoi le système a de nouveau félicité Chen Dalai d'avoir obtenu un général militaire normal. Guan Yu, l'homme que Chen Dalai a eu, était un général militaire normal impopulaire. Chen Dalai, toujours déçu, a marmonné qu'il avait en fait raison et qu'après avoir réduit ses attentes, le bonheur était bien plus élevé. Après un certain temps, Chen Dalai s'est assis sur un rocher en train de manger du pain. Il pensait que ces hommes n'étaient pas encore arrivés et se demandait pourquoi ils mettaient si longtemps. Zhang et les autres sont arrivés devant le village de Toad, ce que Chen Dalai a remarqué. Chen Dalai se demandait pourquoi il y en avait 3, alors qu'il n'y en avait censément que 2. Guan Yu lui a demandé s'il était dans le village des crapauds. L'autre compagnon de Zhang et Guan Yu s'appelait Liu Bei. À l'intérieur, Chen Dalai pensait que l'arrivée des deux n'était pas surprenante, mais il se demandait comment Liu Bei était arrivé là. Il pensait que c'était peut-être la compétence de recrutement de la bannière du village qui avait été activée. Il essaya de se souvenir des noms des 3 hommes et réalisa qu'il s'agissait des 3 frères d'épée, Liu, Guan et Zhang, et que leur qualité était vraiment dégradante pour les héros. Liu Bei a salué Chen Dalai et lui a dit qu'ils étaient venus avec admiration et qu'ils espéraient rejoindre son village de crapauds. Chen Dalai s'est présenté comme le maître du village des Toads et leur a demandé qui ils étaient.
Liu Bei a présenté Guan Yu comme son deuxième frère et Zhang Fei comme son troisième frère et a informé Cheng Dalai qu'ils étaient ensemble depuis leur enfance dans le jardin de pêcher. Cheng Dale a estimé que lorsqu'ils étaient ensemble, ils se ressemblaient. Le système l'a informé qu'ils formaient la confrérie jurée dans le verger de péché et qu'ils se sont rencontrés dans le verger de péché pour une idée commune de la vie et de la mort. Cheng Dalai se demandait si les trois hommes n'avaient aucune relation avec les trois légendaires puisqu'il avait de tels noms et attributs. Il leur a demandé d'où ils venaient. Guan Yu a répondu qu'il vivait dans le comté de Fanyang. Cheng Dalai a réalisé quelque chose et leur a demandé s'ils connaissaient une personne nommée Zhang Fei avec le deuxième prénom Ida. Les trois hommes étaient intrigués par la question de Cheng Dalai. Cheng Dalai leur a demandé pourquoi ils voulaient rester dans son village des crapauds. Guan Yu a répondu que le gouvernement les recherchait parce qu'ils avaient tué le propriétaire du village qui était mauvais et qu'ils avaient entendu parler de la réputation de Cheng Dalai. Alors ils sont venus le rejoindre. Cheng Dalai eut un sourire narquois et pensa qu'ils savaient qu'ils avaient tué quelqu'un, et la légende disait que Guan Yu Cheng avait tué le méchant propriétaire et s'était mis à vendre des haricots verts. Il leur a ensuite demandé lequel d'entre eux avait tué l'homme. Guan Yu a pointé Liu Bei du doigt, ce à quoi il a répondu que cela n'en valait pas la peine. Choqué, Cheng Dalai a crié dans son esprit que c'était Liu Bei qui avait tué l'homme. Zhang Fei s'est joint à lui et a dit à Cheng Dalai qu'il s'était soudainement souvenu que la personne Zhang Zaide dont il avait parlé était son arrière-arrière-grand-père. Curieux, Cheng Dalai lui a demandé de lui en dire plus. Les trois hommes ne parvenaient pas à se souvenir des noms de leurs ancêtres et il leur a fallu un certain temps pour raconter l'histoire de leurs ancêtres. Selon Liu Bei, son ancêtre était une personne très idéaliste qui avait juré de devenir frère avec les ancêtres de Guan et Zhang dans le jardin des péchés. Alors qu'il prenait possession des trois armes, l'épée du canard mandarin, la lame du croissant de lune du dragon vert et la lance aux 8 serpents de Zhang, ils étaient déterminés à balayer le monde de la rébellion et à soutenir la dynastie Han. Cependant, les choses ne se sont pas très bien déroulées car ils ont été vaincus en attaquant les voleurs de turbans jaunes. Et plus tard, pendant la guerre mixte des 19 nations, ils ont fait défection vers celui qui avait le plus d'influence. En fin de compte, Liu Daer a erré dans le chaos du monde pendant la majeure partie de sa vie, sans rien réaliser, et les trois sont retournés dans le comté de Fanyang quand il avait 60 ans pour s'installer. Les jeunes hommes étaient pleins d'ambition, rêvant de percer dans le monde avec des épées. Mais à leur retour, ils étaient déjà vieux et remplis de l'expérience du changement à leurs yeux. Et chaque jour, Zhang Yida ouvrait la porte pour vendre du porc. Guan Yunchang a poussé un chariot devant sa porte pour vendre des haricots mungo, et après une demi-heure, Liu Daer, qui vend des sandales en paille, est arrivé. Et après le coucher du soleil, les trois se réunissaient et buvaient jour après jour. Chaque jour, lorsque Liu Daer était ivre, il prétendait toujours qu'il était l'oncle de Han. Si le ciel pouvait aider celui qui est seul, combien de personnes dans le monde seraient dignes d'être rois? Et quelques autres sujets. Les enfants du village se moquaient souvent de lui car ils voyaient souvent un vieil homme aux cheveux blancs et à la barbe crier quelque chose. Liu Daer levait sa coupe vers le ciel pendant qu'il buvait. Plus tard, il mourut à l'âge de 72 ans. Guan Yunchang et Zhang Yida moururent également l'un après l'autre, et les descendants des trois continuèrent à s'installer dans le comté de Fanyang. Qui aurait pu imaginer que si on lui avait donné une scène, le vieil homme aux cheveux blancs, à moitié fou et à moitié fou, moqué par des gamins, aurait été le puissant empereur Liu Bei de Han. Et dans leur génération, Zhang Fei avait appris à faire du vin. Et Guan Yu a hérité de l'héritage de son ancêtre et aimait lire des livres militaires. Liu Bei, cependant, a appris l'art de la médecine auprès d'un homme nommé Hua. Les générations futures d'enfants et de petits-enfants étaient toujours des frères jurés dans le jardin de péché. Les descendants de la famille Liu seraient toujours les plus âgés. Cheng Dalai se demandait si ces trois-là pourraient ressembler au légendaire Liu Guanzhang dans le futur. Cheng Dalai soupira et leur dit qu'il ne pouvait pas empêcher le flot du monde turbulent. Alors qu'il s'éloignait, il leur dit qu'à l'avenir il resterait dans le village des crapauds et qu'il s'appellerait ami car il n'aurait pas besoin d'être formel. Il s'est retourné et leur a posé une autre question s'ils connaissaient un homme nommé Zhuji. Les trois étaient toujours confus par sa question. Cependant, ils furent interrompus lorsqu'une lettre arriva de Suying. Cheng Dalai a lu le contenu de la lettre et a pensé que les affaires reprenaient puisque quelqu'un s'intéressait à ses poivrons. Il s'est rendu compte qu'il y avait 30 000 livres de poivrons dans le village de Toad et quelques plants de poivrons sous-traités. Il a conclu que c'était le moment idéal pour récolter. Il a demandé à Liu Jian de lui écrire une lettre car ses propres mots étaient trop maladroits. Cheng Dalai a marmonné que le prix pouvait être déterminé par Suying car elle n'avait pas à se soucier de l'approvisionnement puisqu'il pouvait fournir autant que les clients voulaient acheter. Il a poursuivi en disant qu'il devait également rédiger un avis pour commencer à acheter des poivrons à raison d'une livre pour une livre d'origine.
Après que Chang Dalai ait demandé à Liu Jian d'écrire une lettre, Liu Bei parlait à un homme préoccupé par sa maladie dans le village de Toad. Anxieusement, l'homme a demandé à Liu Bei si sa maladie était grave. Liu Bei a répondu que la vie et la mort sont décidées par le destin et que l'homme n'avait pas besoin de s'en inquiéter. Il a expliqué que cela ne valait pas la peine de se demander si c'était grave ou non. Bouleversé, l'homme a dit à Liu Bei qu'il devait trouver une solution à sa maladie. Liu Bei l'a informé que sa maladie n'était qu'un rhume. L'homme a demandé si c'était un gros rhume. Liu Bei l'a rassuré en lui disant que c'était juste un rhume normal, laissant l'homme sans voix. L'homme s'est retourné et a marmonné qu'il se sentait toujours mal même si ce n'était qu'une maladie mineure. Liu Bei a appelé la personne suivante. Cheng Dalai pensait que Liu Bei était un extrême. Pessimiste et inquiet que cela affecterait leur armée s'ils continuaient de cette manière quelques instants plus tard, Cheng Dalai a confronté Liu Bei et lui a demandé si cela le dérangerait s'il ne le laissait pas travailler comme médecin dans son village. Liu Bei a répondu que tôt ou tard, tout ce qui avait une vie mourait et s'il fallait ou non consulter un médecin était toujours le même. Il se demandait pourquoi les gens se disputaient même la gloire et la fortune alors que dans moins de 100 ans, tout le monde ne serait que de simples ossements dans des tombes abandonnées. Chang Dalai ne pouvait pas le faire. Je ne crois pas ce que Liu Bei a dit et pense que la lutte pour la gloire et la fortune est encore assez intéressante. Il pense que les capacités de communication de Liu Bei sont très fortes. Il pensait également qu'à l'avenir il devrait avoir moins de contact avec Liu Bei afin de ne pas compromettre les ambitions de son propre jeune héros. Cheng Dalai a demandé à Liu Bei s'il pouvait l'aider à gérer son affaire difficile. À l'époque, Liu Bei avait répondu que la vie de Cheng Dalai lui appartenait depuis qu'ils avaient rejoint le village et que Cheng Dalai pouvait tout lui dire. Chang Dalai a dit à Liu Bei de le suivre car il y avait une personne avec laquelle il aimerait s'allier et il avait besoin de l'aide de Liu Bei pour le convaincre. Ils arrivèrent à la prison de Dumao. Dumao remarqua que quelqu'un approchait et entendit des cliquetis. Il a demandé à Liu Bei s'il avait encore acheté du vin, ce qui a fait soupirer et marmonner Liu Bei, cela n'en valait pas la peine pour Dumao. Avec un regard sombre, Dumao transpirait alors que le regard de Liu Bei déclenchait un picotement en lui. Liu Bei s'est assis et a dit à Dumao de s'approcher de lui pendant qu'ils allaient parler. Dumao secoua la tête et dit à Liu Bei de sortir car personne ne voulait lui parler. Pendant ce temps, sur le pas de la porte du village de Toad, White Wolf remarqua qu'une foule se rassemblait devant une affiche. Un homme marmonna qu'1 kilo de poivrons s'échangeait contre 1 kilo de céréales et demanda à son ami combien de poivrons il avait planté dans son village, ce à quoi son copain répondit, pas un seul. Un autre homme a murmuré que lorsque quelqu'un aurait fini de planter, le rendement d'un acre de poivrons serait plus de 10 fois supérieur à celui des céréales. Un autre homme lui a demandé s'il pensait que l'affiche disait la vérité. L'homme soupira et répondit que ce serait bien si c'était vrai et qu'il n'y avait pas de si bonnes choses. Il remarqua le loup blanc et demanda si son village avait planté beaucoup de poivrons comme il l'avait entendu dire. Un autre homme lui a dit qu'ils allaient devenir riches, et un autre a ajouté qu'ils n'avaient rien à craindre pendant l'hiver prochain car ils seraient à l'aise sans se soucier de l'approvisionnement alimentaire. Agacé, White Wolf a pointé un couteau sur le cou de l'homme et lui a dit de se taire et s'il continuait à japper, elle lui couperait la tête. Elle se dirigea vers la porte du village de Toad et pensa que si Cheng Dalai osait lui mentir, elle le préparerait à sa mort. Au village de Toad, Zhu Lingé cuisinait, ce qui fit penser au loup blanc que l'odeur du poivron était assez forte. Zhu Shenji a remarqué le loup blanc et lui a demandé si elle était en arrêt de travail car il ne s'était pas vu depuis longtemps. White Wolf lui a dit d'appeler Cheng Dalai car elle voulait s'installer avec lui. Zhu Shenji pensait qu'elle aurait pu vouloir quelque chose de romantique, car une femme recherchant un homme pour régler ses comptes était rare. Il a affirmé que Cheng Dalai était rapide dans de telles choses et ne lui laissait même pas d'opportunité. Zhu Shenji a informé White Wolf que Cheng Dalai était à l'arrière. Cheng Dalai a salué le loup blanc et lui a demandé si elle avait mangé du loup blanc, lui a demandé s'il avait oublié ce qu'il lui avait promis. Liu Jian était effrayé alors que Zhu Shenji pensait que Cheng Dalai et le loup blanc devaient vraiment renverser du thé. Anxieux, Cheng Dalai lui a demandé ce que c'était. White Wolf a supposé que le champ de poivre produisait de 2 à 3 000 livres et que le grain ne produisait que quelques centaines de livres. Croyant que les gens penseraient qu'ils étaient incroyablement pauvres, elle a crié après Cheng Dalai s'il avait oublié sa promesse après les graines qu'il lui avait données dans le passé. Cheng Dalai rougit et lui dit qu'elle devait être claire car la réputation des deux villages serait ternie si la nouvelle se répandait. White Wolf se gratta la tête et les informa qu'elle parlait juste de poivrons. Cheng Dalai a répondu qu'elle lui avait fait peur pendant un moment. Il a demandé à White Wolf combien de poivrons elle collectait dans son village, ce à quoi elle a répondu 2000 livres. Cheng Dalai soupira car le montant était assez faible.
Il lui a dit de le lui envoyer conformément à ce qui avait été convenu précédemment, une livre de poivre et une livre de céréales, de blé ou de soja. Elle doit choisir quelque chose. Il lui a demandé de rôtir à sec le poivron avant de le lui envoyer. Shangdalaï leur a ordonné de se dépêcher et d'être prêts selon le principe du premier arrivé, premier servi. White Wolf baissa les yeux en rougissant et pensa qu'elle ne s'attendait pas à ce que Cheng Dalai soit si négociable et qu'elle ne pouvait rien faire pour lui pour le moment. Cheng Dalai se tourna vers elle, se demandant pourquoi elle n'était pas encore partie. Il pensait que Loup Blanc ne voulait pas y aller car elle voulait lui parler davantage car il était logique que les femmes soient attirées par lui puisque le village des crapauds était désormais considéré comme riche et puissant. Cheng Dalai a essayé d'inviter le Loup Blanc dans sa chambre alors qu'il composait un autre poème. White Wolf s'est retourné et s'est enfui, ce qui a laissé Cheng Dalai sans voix. Il se gratta la tête, marmonna et se dit qu'elle n'aimait peut-être pas les poèmes et qu'elle devrait parler d'autre chose la prochaine fois. Pendant ce temps, les hommes à l'extérieur du village de Toad ont demandé à White Wolf si Cheng Dalai avait admis et lui ont assuré de ne pas s'inquiéter car ce n'était pas grave. Un autre homme a demandé ce que Cheng Dalai avait dit. Elle a couru, ignorant tous les hommes, et a pensé qu'il n'y aurait plus de faim dans son village au cours de l'hiver prochain. Les hommes murmuraient que les anciennes générations disaient qu'aucun argent ne tombe du ciel. C'est pourquoi vous devez apprendre de vos erreurs, afin de ne pas en commettre davantage. L'autre homme a dit que c'était si triste, tandis que l'autre a dit que le loup blanc courait si vite. Après quelques jours, quelques villages supplémentaires qui plantaient des poivrons sont venus accuser Cheng Dalai. Ils gravirent la montagne avec colère, redescendirent avec consternation et, à leur retour, ils commencèrent à rôtir des poivrons. Elle avait négocié un prix avec le marchand et acheté un seau de poivrons contre un seau de blé. Et maintenant, ils attendent de voir quelle quantité de plants de poivrons stockés peut être récoltée. Pendant ce temps, à la prison, Liu Bei travaillait toujours sur l'esprit de Dumao et selon Liu Bei, c'était assez efficace. Dumao sanglotait dans sa cellule de prison et marmonnait qu'il voulait mourir. Quelques jours plus tard, la construction du nouveau centre médical était terminée et avec l'aide de Suying, il s'était procuré suffisamment d'herbe. Le système a informé Cheng Dalai qu'il avait reçu un livre médical en récompense. Après l'achèvement de la construction du centre médical, la formule Qianjin créée par le roi de la médecine a pu être utilisée par des guérisseurs d'excellent rang. Cheng Dalai a lu le livre et a pensé que c'était une quête cachée au bon moment comme cadeau pour Liu Bei, et que l'attitude cachée de Liu Guan et Zhang était au niveau de personnages légendaires et devait être concentrée pendant l'entraînement. Il se demandait si le descendant de l'empereur Zhao Li de Han devait suivre une formation de médecin. De l'autre côté de la montagne, la fumée rouge couvrait toute la montagne que Gao Fei surplombait. Gao Fei Bao a couru vers lui et a demandé à Gao Fei s'il avait entendu parler de quelque chose. Gao Fei Bao a répondu qu'il en avait déjà entendu parler et qu'il n'avait aucune idée que le village des crapauds ferait quelque chose de fou. Gao Fei Bao lui a demandé s'il pensait que c'était vrai. Gao Fei a pensé qu'il ne pouvait pas croire qu'un poivron donne 10 fois plus que d'autres cultures. Je me demandais si c'était réel ou non. Gao Fei Bao l'a informé qu'ils avaient plusieurs kilos de poivrons et a demandé à Gao Fei s'il devait les regarder, lui disant que si c'était vrai, il n'avait rien à faire. Mais si c'était faux, il donnerait une leçon au village des crapauds. Gao Fei a ordonné à Gao Fei Bao de partir s'il le voulait car il perdrait espoir à son arrivée et l'a réprimandé en lui disant qu'il lui avait déjà dit de ne pas planter. Cependant, il n'a pas voulu écouter. Quelques instants plus tard, à l'entrée du village des crapauds, une calèche approchait à grands pas. Les gens ont réalisé qu'il s'agissait de Gao Fei et se sont demandé si le village des tigres avait également planté des poivrons. Un homme a demandé à Gao Fei Bao ce qu'il faisait, car il se souvenait que c'était lui qui leur avait dit de ne pas planter de poivrons et avait affirmé qu'il prenait secrètement des graines pour les planter. Gao Fei Bao a rétorqué qu'il voulait seulement dénoncer les mensonges du village des crapauds et qu'il leur transportait des poivrons à ce moment-là, et que s'ils ne donnaient pas de céréales, il voulait voir quelle excuse ils trouveraient. Un homme s'est joint à leur conversation et a félicité Gao Fei Bao pour son geste intelligent. Gao Fei Bao a invité les gens à gravir la montagne ensemble pour entendre l'explication de Cheng Dalai, à laquelle la foule a accepté avec joie. Wang Xinyuan a remarqué la foule qui approchait et a demandé à Cheng Dalai s'il était sur le point de déclencher un combat et s'il avait besoin d'appeler des renforts. Cheng Dalai lui a assuré de ne pas paniquer. Gao Fei Bao est descendu de cheval et a dit à Wang Xinyuan qu'ils étaient en visite pour échanger des céréales et que ce qu'il disait devait être pris en compte. Wang Xinyuan a vérifié le sac de poivrons acheté par Gao Fei Bao et lui a dit qu'il avait oublié de faire frire les poivrons. Gao Fei Bao a pointé du doigt Wang Xinyuan et lui a demandé s'il voulait qu'il fasse frire les poivrons.
Pour le moment, Cheng Dalai a dit à Wang Senyuan de ne pas laisser le voyage de Gao Fei Bao se dérouler pour rien et que ce n'était pas beaucoup de travail pour eux de faire frire les poivrons eux-mêmes, ce que Wang Senyuan a accepté. Wang Senyuan a ordonné à leurs hommes de décharger les marchandises achetées par Gao Fei Bao et de lui donner du grain. Gao Fei Bao a été surpris par ce que disait Wang Senyuan. Wang Senyuan l'a informé qu'ils avaient accepté de lui donner les céréales et lui a demandé s'il avait des inquiétudes, ce à quoi Gao Fei Bao a répondu qu'il n'en avait aucune. Les hommes ont déchargé quelques sacs de poivrons et chargé des céréales sur le chariot de Gao Fei Bao. La bouche de la foule était grande ouverte car ils n'arrivaient pas à y croire. Un homme a accusé Gao Fei Bao d'être celui qui leur avait dit de ne pas planter de poivrons auparavant et a affirmé que le village des tigres était trompeur. Gao Fei Bao a demandé à l'homme s'il n'avait pas écouté ce que Cheng Dalai avait dit, à savoir qu'ils donnaient du grain à leur village uniquement parce qu'ils étaient honorés. Gao Fei Bao a également mentionné qu'ils avaient planté quelques poivrons, affirmant qu'il était de loin préférable de les satisfaire avec quelques centaines de livres plutôt que de donner des céréales à tout le monde. Quelques instants plus tard, une autre carte est arrivée qui a fait remarquer à Cheng Dalai l'arrivée du loup blanc et de sa bande, apportant avec eux des tonnes de poivrons. Une voix annonça l'arrivée de White Wolf et ordonna à leurs hommes de les aider à décharger leurs poivrons en échange de céréales. La foule en colère a fustigé Gao Feiyu, lui demandant si les manèges Xinghua étaient également honorés par le village de Toad, car ils plantaient également moins de poivre. Les subordonnés de White Wolf admiraient Cheng Dalai, affirmant qu'il était beau. Cheng Dalai était fier et a dit aux filles qu'il l'avait gardé si longtemps. Il était entouré de nombreuses femmes qui complimentaient constamment son apparence, lui demandant pourquoi il ne visitait pas leur village, car beaucoup de gens voulaient voir son visage. Cheng Dalai rigola en flirtant avec les subordonnés de White Wolf. White Wolf a dit à ses compagnons de s'en aller car elle avait quelque chose à discuter avec lui. Elle a demandé à Cheng Dalai si elle pouvait d'abord lui laisser le grain, car elle reviendrait plus tard quand elle en aurait besoin. Intriguée par cette question soudaine, Cheng Dalai lui a demandé si elle ne pouvait pas l'obtenir elle-même. White Wolf a répondu qu'elle avait peur de ne pas pouvoir défendre la nourriture dans leur village. Cheng Dalai a réfléchi à cette demande soudaine et a finalement accepté, déclarant qu'elle pouvait en retirer une partie pour le moment et qu'il marquerait les autres, donc si elle en avait besoin, elle n'aurait qu'à choisir celle marquée. White Wolf a accepté la suggestion de Cheng Dalai. Après le rendez-vous de Gao Fei Bao au village des crapauds, il est retourné au village des tigres et s'est présenté à Gao Feiyu pour jeter un œil à ce qu'il avait acheté. Gao Feiyu lui a demandé ce qu'il y avait à voir car il n'y avait aucun intérêt à retirer les vieilles choses et qu'il parlerait à Cheng Dalai de son erreur une autre fois. Gao Fei Bao a poignardé le sac qu'il avait acheté et des grains en ont coulé. Choqué, Gao Feiyu ne pouvait pas croire que Cheng Dalai avait réellement échangé. Gao Fei Bao a dit à son frère qu'une quantité adéquate de céréales était suffisante car il ne faisait pas de profit aux dépens des autres et lui a demandé si cela avait l'air faux. Il a poursuivi en informant que Xinghua Ridge avait échangé au moins 1000 livres de céréales et, heureusement, il avait acheté des graines pour replanter des poivrons, sinon il n'en aurait pas profité.